Bonjour à tous et bienvenue dans Eurecast, le podcast des énigmes dans lequel on parle de coiffure. Non, c'est faux, on parle d'énigmes bien sûr. Je suis Johan de Un Trésor à Paris, alias Indiana Johan, et comme toujours, je suis accompagné de Thomas de Zuppel, alias Tsi. Un Thomas en pleine forme aujourd'hui ? Mais au taquet. Oui. Et toi ? Moi, je suis en pleine forme également. C'est le 3e épisode. Merci de nous écouter. On est au mois d'août en ce moment. Alors de mon côté, les vacances c'est terminé, mais j'en ai profité pour aller jouer de super salles d'escape game en France. Et donc aujourd'hui, on va en parler, d'autant que Thomas, je crois que tu es aussi en train de finaliser votre salle avec Annabelle de Zuppel. Mais oui. Écoute, on est en travaux déjà depuis 18 mois, donc on est sur la fin maintenant. Et c'est une salle qui sera dans la banlieue lyonnaise, dans une ville qui s'appelle Oulin, et qui est accessible en 5 minutes en métro depuis Lyon. C'est pas mal du tout, on va en reparler plus tard dans l'épisode. Mais donc c'est vraiment l'occasion aujourd'hui de parler d'escape game. Moi j'avais envie de faire un petit historique de toutes les évolutions qu'il y a eu depuis leur création et de comparer un petit peu les salles première génération des salles dernier cri actuelles, comme celle qui va bientôt sortir chez Zuppel. Voilà, je finirai par vous parler quand même à la toute fin de la meilleure expérience d'escape game à ce jour, pour faire un petit peu un teasing. Est-ce que c'est pas un beau teasing ça, Thomas? Bah moi j'ai hâte de savoir. Ouais. Bah ouais, carrément. Et ben voilà, vous saurez en fin d'épisode. Dans l'épisode précédent, on a eu le droit à l'énigme de Thomas. C'est pour ça aussi que je me suis pas trop permis de critiquer. Elle se passe. T'as le droit de critiquer. Oui, ça se passait à Lyon. Et bon, c'est vrai que tu m'avais un petit peu embrouillé avec tes histoires d'émotions, mais c'était quand même une énigme avec une jolie construction. Il y a des belles astuces avec les mots. Moi, j'avais trouvé ça très bien. Et je crois que les auditeurs n'ont pas critiqué cette énigme. En fait, je crois qu'on n'a pas de haters parmi nos auditeurs. Ce sont des gens intelligents qui aiment bien réfléchir. C'est l'avantage dans le milieu des énigmes. Mais sachez, comme Thomas l'a dit, si vous avez des critiques constructives, il n'y a aucun souci. Nous, on veut progresser. Et puis en plus, on est là pour le débat. En plus, on est là pour échanger, voir ce qu'on peut faire différemment. Donc au contraire, on est partant de prendre toutes les critiques et remarques. En termes d'actualité, on a un mois d'août qui est assez calme, mais je crois qu'en juillet, il y a quand même quelque chose qui est passé sous les radars. Est-ce que tu peux nous en parler, Thomas ? Est-ce que tu parlerais peut-être des énigmes très amusantes ? Eh oui, mais oui. Et oui, puisque en fait, quand on a enregistré le podcast de juillet, c'était avant notre 13e énigme très amusante. Et on n'avait pas encore décidé qu'on allait changer un peu les règles du jeu. Voilà, maintenant, ça fait 1 an qu'on crée des énigmes accessibles gratuitement en ligne tous les mois. Et on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose d'un peu nouveau. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait changer sur cette 2e année ? Et donc, ce qu'on a fait, c'est un championnat très amusant. Donc maintenant, vous pouvez gagner des points à entrer dans le palmarès. Et puis, en fonction de votre créneau et votre position dans le classement, vous gagnez plus ou moins de points. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand même, ça a déclenché une certaine motivation. Certaines personnes qui n'avaient pas forcément mis l'alarme pour être là à l'heure tous les 13 du mois, l'ont mise. Ah mais j'ai vu ça, moi. Il y a aussi des équipes qui sont créées. Avant, c'était un peu chacun dans son coin. On va se mettre en équipe parce que on a envie quand même d'être un peu meilleur. Ce qui est rigolo de changer ça. Moi, il me semblait que c'était plus quelque chose d'individuel, ces énigmes, dans la mesure où c'est quelque chose, les énigmes sont pas trop dures, en 15 minutes, des fois, ou en 30, on peut trouver. Du coup, il me semblait que c'était plutôt des choses à faire chacun dans son coin, mais il y a quand même pas mal d'équipes qui ont joué ensemble, et je pense que c'est clairement la compétition qui a poussé les gens à se regrouper pour être vraiment ultra efficaces. Oui, souvent, il y a un seul déclic. Donc, si t'es en équipe, tu pourras pas, si c'est un de tes camarades qui l'a eu, c'est pas toi qui l'as. Donc, c'est vrai que c'est un peu, c'est pas forcément attendu que ce soit des équipes, mais c'est pas tout à fait les mêmes équipes. On peut voir des demi-équipes, par exemple, des petits regroupements de 2 à 3 personnes, plutôt que les grosses équipes habituelles. Donc, c'est un peu différent. Et à propos de motivation, moi c'est Delphine avec qui je joue, donc Delphine là qui m'aide pour Un Trésor à Paris. Nous on préfère faire chacun de son côté, en tout cas au début, quand avant de bloquer, mais Delphine, ça l'a énormément motivé, ces points. Je peux dire que pour elle c'est du sérieux. Et là sur la 2e énigme très amusante de la saison, elle s'est donnée à fond. Elle a fait une belle performance. Elle a fini dans le top 10. On était très fiers. Mais ouais non, c'est autre chose. Et c'est marrant parce que du coup, elle a fait de très belles perfs. Elle est dans le classement, donc c'est chouette à voir.
ça change complètement. On a des gens qui étaient pas là, qui sont dans le top 10. Donc ouais, nous on est plutôt contents des premiers retours. Ce qui change par contre, c'est un grand truc qui change dans les règles du jeu, c'est qu'avant vous aviez 48 heures pour faire l'énigme et être dans le palmarès. Donc être dans le palmarès, c'est avoir ton nom sur l'énigme qui dit je l'ai trouvé avant la sortie des indices. Là maintenant on a dû le raccourcir à 24 heures parce que il nous faut du temps pour calculer le championnat. On peut plus faire ça à la dernière minute comme on faisait avant. Donc voilà, c'est un changement qui fait que bah, quand même c'est moins de confort par rapport à avant. On avait quand même 2 jours pour trouver l'énigme. Je sais pas si ça joue tant que ça, enfin entre 2 jours et un jour, parce qu'un jour ça reste beaucoup. C'est dans le cas où t'es pas disponible un jour, mais c'est vrai que, enfin je pense qu'il y a peu de gens qui vraiment réfléchissent pendant 2 jours entiers et qui ont besoin, tu sais, de un jour et demi et au bout de 40 heures, ah ça y est enfin je l'ai. Mais les gens normaux ont des fois des contraintes, un soir par semaine, donc c'est pour ça c'est facile de dire bah je ferai ça la pause déjeuner le lendemain ou le soir le lendemain. Là bah vous avez vraiment qu'une seule soirée. C'est vrai. Mais pour l'instant on voit pas trop de changements là-dessus, mais c'est bien noté que quand même c'est moins confortable peut-être. Et voilà, bah du coup, bah on a hâte de voir un peu l'évolution. Là pour l'instant, il y a déjà des pelotons qui se créent, et puis bah on a hâte de voir ce que ça va donner sur une année. Et puis c'est pas dit qu'on le refasse sur la saison 3, donc on verra. On se laisse vraiment l'opportunité de décider ça à la dernière minute. Très bien. Bon, bah donc ça c'était l'actualité du jour. On va passer au sujet. Maintenant, on voulait parler d'Escape Game. L'Escape Game, c'est le jeu d'énigmes star dont tout le monde a déjà entendu parler. Normalement, aujourd'hui, une équipe de joueurs, une pièce, 1 heure pour en sortir en résolvant des énigmes. C'est de là d'où vient le nom en fait, de sortir de la pièce. En français, on peut parler de jeu d'évasion, même si aujourd'hui, c'est assez rare de devoir s'échapper. On a plutôt une mission à remplir. Je sais pas, Thomas, les statistiques aujourd'hui, c'est quoi? C'est 10% des salles où il faut vraiment... s'évader. S'échapper? Oui, non, c'est vrai que c'est plus trop la mode de s'évader. En tout cas, peut-être pas dans le pitch de départ. Le pitch de départ, t'as toujours quelque chose à faire, et puis en fait, t'es enfermé. Mais oui, on garde cette idée d'escape game. En tout cas, le nom est bien ancré. C'est ça. Bon, bah donc du coup ça c'est un format qui marche énormément et ça fait déjà 10 ans que ça existe en France, et en 10 ans en fait les créateurs ils ont eu de cesse que de chercher à proposer la meilleure expérience, et ça passe par des évolutions, des itérations. À chaque fois on essaie des choses pour voir si ça marche mieux. Aujourd'hui l'idée c'est de passer un peu en revue les changements notables qu'il y a eu, sachant que voilà chaque agence travaille de son côté, mais il y a quand même certaines évolutions qui font un peu consensus, qui sont adoptées par beaucoup de salles. Donc c'est ça qui est intéressant de regarder. Déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que l'escape en soi, c'est une évolution de vraiment un certain nombre d'étapes. Ça s'est pas fait tout seul. Ça vient à la base du jeu vidéo. Le jeu vidéo, pendant longtemps il y a eu des jeux vidéo d'énigmes. Je sais pas si Thomas t'as des exemples de fameux jeux d'énigmes. De Myst par exemple. Exactement, ouais. Myst, c'est vrai que ça fait beaucoup parler. Il y a Monkey Island qui est assez connu en mode point and click aussi à l'époque. Donc voilà, il y a des jeux comme ça d'énigmes qui existent, et c'est en 2004 qu'il y a un jeu qui fait un petit peu date qui s'appelle Crimson Room. Et c'est ça qui est considéré un peu comme l'ancêtre de l'Escape Game, parce que alors c'est un jeu en flash qui est du point and click, donc c'est un format qui existe déjà, mais le concept c'est on est enfermé dans une pièce et on va se servir des objets qui sont à disposition, on va les combiner pour essayer de sortir de la pièce. Voilà. Et ça va super bien marcher. Les gens ils vont adorer ce format. Alors, je sais pas si c'est pas le côté addictif de juste vouloir s'échapper absolument comme ça d'un lieu, comme si t'étais vraiment emprisonné et on veut se libérer. Donc ça marche bien. Il y a plein de clones qui vont se développer, de jeux similaires où le but c'est de sortir de la pièce. Et en 2007, ça prend que 3 ans, nouveau tournant, c'est l'entreprise japonaise Scrap qui propose le Live Escape Game, donc ça vient du Japon. On s'est dit tout simplement on va faire en vrai ce qu'on fait en jeu vidéo, et ça va tout changer parce que en fait c'est plus sympa de vivre quelque chose en vrai avec ses proches plutôt que tout seul sur un écran. Alors ça c'est une réflexion qui peut faire un peu débat parce qu'il y a tous les gamers qui vont dire mais non mais moi je suis très bien seul sur mon écran, mais bon je pense que pour le grand public et même les familles tout ça de se rassembler, il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus universel, de vivre quelque chose ensemble avec d'autres personnes. Et puis c'est aussi plus facile de s'immerger, de se prêter au jeu quand il y a un décor autour de toi en 3D qu'un écran.
Le concept, il va continuer d'évoluer à l'étranger, hein, ça va se développer un petit peu partout dans le monde. Le fait de rajouter un scénario, par exemple, au fait de juste s'échapper, hein, ça va se développer, hein, forcément. Une histoire ne serait-ce que pour justifier pourquoi on doit s'échapper. Hein, des fois, il suffit de pas grand-chose pour le justifier. Et c'est en 2013 que ça arrive en France. Hein, donc, ça arrive en France. La salle, c'est le bureau de James Murdoch à Paris, hein, société Intent. C'est les premiers à avoir importé le format en France, et à ce moment-là on a quelque chose d'assez déjà abouti en fait, hein, avec le scénario, tous les décors, la thématique, et c'est cette salle qui est en fait la base du format d'escape qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Ce format, il va être largement répliqué aussi partout en France, hein, un peu dans toutes les villes, et puis il va y avoir des évolutions, hein, des évolutions entre les premières salles qui sont développées, qu'on appelle généralement salles de première génération, et d'autres salles qui vont être plutôt nouvelle génération. Alors après, il n'y a pas trop de classification, il me semble, hein, entre deuxième, troisième. Tu vois, moi j'entends pas trop le terme troisième génération en fait. Hein. On peut parler de deuxième génération comparé à des salles assez anciennes, mais après c'est juste voilà, chacun évolue de son côté, c'est de faire mieux, mais tu vois, il n'y a pas des vagues comme ça d'amélioration successives. Faudrait y réfléchir, mais je vois peut-être de manière assez précise 3 ou 4 on va dire éléments clés qui nous permettent de dater une salle. Donc on pourrait imaginer avoir une troisième, quatrième génération, mais c'est vrai que en termes de lexique, quand on parle à l'oral, on parle d'ancienne génération et de nouvelle génération. C'est vrai que c'est les marqueurs, mais c'est vrai que les nouvelles générations commencent à dater un peu maintenant. Je vois ce que tu veux dire, ça fait déjà un petit moment qu'on parle de salles de nouvelle génération. Bon, en tout cas, la première chose à laquelle on pense quand on parle de première génération, tu le sais, hein, c'est les clés, les cadenas. C'est vraiment ça qui fait très première génération. Je pensais que c'était la coiffure qu'on pensait en première. Non, tu comprends avec la fausse thématique. Non, bah si, clés et cadenas, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les nouvelles salles, on utilise beaucoup plus d'électroaimants pour ouvrir des choses, parce que ça permet d'ouvrir automatiquement, c'est plus ludique. Voilà. Après, je pense que dans les salles même récentes, ça arrive toujours qu'il y ait des clés et des cadenas, parce que des fois, ça a juste du sens. Hein. Une porte s'ouvre avec une clé. Voilà, s'il y a un casier, par exemple, les gens, ils ferment leur casier avec des cadenas. Donc, c'est normal d'utiliser un cadenas dans ce cas-là pour une salle. Mais voilà, il faut éviter de faire que ça. Hein. S'il y a 10 cadenas dans une salle, ça peut commencer à faire beaucoup. Enfin, même certaines salles qui sont mises à faire des tonnes et des tonnes de cadenas avec des trousseaux de clés à tester, et ça, enfin, c'est juste insupportable en termes d'expérience de jeu. Donc, généralement, on tend à éviter ce genre de choses. Dans les salles, on cherche également de l'amusement et de la surprise. Hein, et la surprise, elle passe par les effets waouh. Ça, c'est quelque chose qui est recherché en fait, hein, dans les nouvelles salles. On cherche à surprendre les joueurs. Nous, on va peut-être pas trop parler de ces effets waouh parce que ça, c'est très spécifique à certaines salles. Et puis généralement, ça peut aussi spoiler de dire voilà, tel effet waouh, c'est ça, parce que tu auras peut-être moins de surprise quand tu vas le découvrir dans une salle. Donc on va essayer, voilà, nous de pas spoiler, de parler juste de choses génériques dans l'escape game. J'ai prévu différentes thématiques pour parler des évolutions, et la première thématique qu'on peut aborder, c'est notre sujet préféré, ce sont les énigmes. Et oui, bien sûr, il y a des énigmes dans les escape games, et ça aussi, ça a évolué. Il y a plusieurs évolutions que j'ai repérées dans les énigmes en escape game. La première, pour moi, c'est peut-être l'évolution la plus importante, c'est la cohérence des énigmes. C'est vrai que, de base, dans les salles d'escape game, en tout cas au début, hein, on a plein d'indices, on rassemble tout, et puis on résout l'énigme, et ça semble normal en fait parce qu'on est là pour résoudre des énigmes. Sauf que le fait que les éléments soient présents là, eh bien souvent ça n'a pas de vraie raison. Hein. On se dit mais pourquoi par exemple on arrive dans un laboratoire, hein, et pour accéder à une pièce d'à côté, il y a une énigme en 5 parties pour trouver juste une clé qui ouvre une porte. Bon, dans un laboratoire, il y a personne qui fait ça. Hein, c'est pas logique. Ah bon? Oui, bah si. Oui, ça rend vraiment très fou. Bon. Mais pour un peu pallier à ça, il y a les créateurs, ils sont quand même un peu creusés la tête, et en fait, ils vont chercher à justifier ces énigmes. Et par exemple, dans un laboratoire, ça pourrait être pour sécuriser une pièce sensible que la personne a fait ça. Alors, il faudrait aussi qu'elle soit peut-être un peu folle pour faire quand même 5 étapes. Mais voilà, il y a toujours moyen, en réfléchissant, on peut trouver du sens à la présence des énigmes. Et ça, alors ça, c'est aujourd'hui, c'est toujours pas systématique en fait, hein, de faire ça, mais c'est une tendance. Là où c'est un petit peu ingrat, c'est que des fois des joueurs font pas la différence, hein, entre des salles où c'est juste les énigmes, ou s'il y a vraiment une raison à ces énigmes. C'est vrai que ça oblige quand même à suivre un minimum ce qu'on fait pour se demander si est-ce que c'est cohérent ou pas d'avoir ça. Mais en tout cas, c'est un vrai plus dans les salles.
Oui, carrément. Pour y croire, en fait. Tout simplement, pour croire à ce qu'on vit, ça aide de faire ça. Mais je pense que tu as mis les mots juste en disant, en fait, avant, on venait pour faire les énigmes, puis on a rajouté cette couche de narration. Et en rajoutant cette couche de narration, bah, on est un peu obligé, pour être crédible, d'aller donner une excuse aux énigmes. Dire, bah, pourquoi elles sont là. Et là-dessus, je pense qu'il y a même plusieurs niveaux. Pourquoi il y a l'énigme, et aussi le mécanisme de résolution de l'énigme peut être justifié, la solution de l'énigme peut être justifiée. Je sais pas, je pense que moi, je sais pas ton expérience, mais sur les premières escapes qu'on a faites, on a pu faire des jeux de logique très classiques. Tu vois, des jeux qu'on trouve dans des bouquins, parce que bah c'était pas ça l'innovation de la salle en fait. Et maintenant, bah, on va chercher peut-être à faire une énigme qui, en plus des éléments de l'énigme, ont une raison d'être là. En plus, le mécanisme de résolution de l'énigme a aussi une intégration dans l'histoire qu'on te raconte. Oui, mais parce que ça c'est un plus beau. point aussi, le fait que les énigmes elles soient thématisées par rapport à la salle et qu'il y ait certains types d'énigmes qui vont bien avec une salle. Ça, en fait, j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui était là un peu dès le début. En fait, dès le début, il y avait cette envie de faire ça. Après, il y a juste certaines personnes qui réfléchissent pas trop, qui disent allez, on va mettre un sudoku parce que j'ai pas d'autres idées, voilà. Mais bon, normalement, c'est quand même un minimum de mettre des énigmes qui correspondent à la thématique de la salle. Si tu insistes sur la narration et sur l'histoire, sur le pourquoi t'es là, bah, il va falloir assumer derrière et mettre des énigmes qui soient cohérentes avec l'histoire. Ce qui est en vrai très difficile à faire. C'est aussi pour ça que ça ne marche pas toujours aussi bien en fonction de la salle dans laquelle on va. Je suis d'accord. Alors, il y a une autre évolution que j'ai remarqué et qui est alors pour le coup vraiment plus rare et pas du tout systématique, mais c'est concernant la façon donc de résoudre proprement les énigmes. C'est-à-dire que pour moi la mécanique de base dans l'escape, c'est tu commences par tout fouiller, tu rassembles tous les indices, tu mets tout en commun et tu les résous. Voilà. Ça c'est bien, mais ce que je trouve plus malin, moi, c'est quand on sait ce qu'on doit faire. On arrive dans un lieu, on a un objectif, et en fait, avec cet objectif, eh bien, on n'a pas besoin de tout fouiller, en fait. On sait qu'il faut aller à tel endroit, parce que la logique de cet objectif veut que ça soit dans telle zone qu'il faut aller. Ça, c'est quelque chose qui peut intervenir déjà dans un lieu où il y a trop de choses à fouiller, où c'est pas possible de regarder partout. On est un petit peu obligé de réfléchir, et ça je trouve ça moi beaucoup mieux. Je trouve que c'est déjà un peu plus réaliste, parce que dans la vraie vie, quand on arrive dans des lieux, il n'y a pas juste les indices dont il y a besoin à disposition. Non, il faut on est obligé de réfléchir, il y a trop de choses, donc Bah, là j'ai envie de tempérer ton avis personnellement. Alors déjà moi j'aime beaucoup ce sentiment de retourner une salle d'escape game, de fouiller sous le tapis et ainsi de suite, de chercher partout. Et le fait que ce soit guidé où je dois chercher, je trouve des fois qu'en fait ça va trop me guider et je vais pas avoir ce sentiment d'énigme. Et ben mon cerveau se déconnecte un peu et dit ok bah je vais prendre ça parce que tu m'as dit de prendre ça et puis je vais prendre ça parce que tu m'as dit de prendre alors ça. le coup des instructions à faire précises, ça moi je suis pas fan non plus, parce que faire l'instruction c'est effectivement comme tu dis c'est automatique, mais moi je pense à des mécaniques où même si t'as une sorte d'instruction, il faut quand même la comprendre et elle est pas évidente en tant que telle. Il faut quand même réfléchir. Et par exemple, ça peut être des énigmes où on comprend que c'est dans une certaine zone, par exemple, qu'il faut aller pour résoudre l'énigme. Il peut y avoir des choses un petit peu partout et des fois c'est trop long de tout voir. Du coup, c'est intéressant d'avoir à réfléchir à où on va pour découvrir progressivement la salle. C'est juste une façon de sortir un petit peu du mode on résout tout de façon brutale et passer dans un mode que moi je trouve un peu plus élégant de plus réfléchir à ce qu'on fait concrètement. Et aussi ça permet de vivre la salle d'une autre façon, d'une façon plus intelligente. Je note franchement c'est cool aussi. Et en fait, je veux dire que c'est quelque chose qu'on pour moi on retrouve aussi un petit peu dans les jeux de piste, parce que quand t'es en extérieur, fatalement tu as beaucoup plus de choses à observer que dans une salle, enfin souvent beaucoup plus parce que t'as tout autour de toi et puis tu peux beaucoup plus te déplacer dans l'air coin, il y a aussi énormément de choses, donc ça oblige quand même à savoir un petit peu, de réfléchir à l'endroit où on regarde pour résoudre l'énigme. Et puis aussi quand t'as des énigmes où il faut se déplacer ou aller à un endroit pour résoudre une énigme, là pareil, sur l'itinéraire il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on fait pour y aller. Carrément. Alors une deuxième thématique dont je voulais parler, c'est l'histoire. L'histoire, le scénario.
c'est vrai que depuis le début, on l'a dit, hein, il y a toujours eu des histoires, mais des fois, c'est vrai que dans les premières salles, c'était vraiment juste un prétexte. Hein. Et moi, j'ai le souvenir même d'un escape game où on m'a demandé si je voulais la petite histoire qui allait bien avant la salle, parce qu'en fait, c'était complètement facultatif, et je crois que même en fonction des Game Masters, l'histoire, elle changeait, quoi. Donc, du coup, non, en fait, l'histoire, ça va pas trop, hein, c'est juste tu résous les énigmes et t'avances. Voilà. Donc oui, les histoires, j'ai l'impression, se développent de plus en plus, et puis il va y avoir certains créateurs qui vont pousser ça au maximum en racontant des histoires les plus riches possibles. Sachant qu'il y a quand même un souci avec ça, c'est que quand on est là pour réfléchir à des énigmes et qu'on commence à se plonger dans des réflexions, ça coupe un petit peu par rapport à l'histoire. Enfin, on sort de l'histoire, et ça peut être dur du coup de bien suivre parce que on se plonge comme ça dans des réflexions. Donc, il faut trouver des façons de le faire où ça marche bien. Une bonne façon, je trouve, de faire, c'est de faire des énigmes qui collent vraiment à l'histoire en fait, hein, et où on résolve l'énigme, on a l'impression d'avancer dans l'histoire. Ça, c'est pas simple à faire. Je sais qu'il y en a d'autres qui prennent carrément le parti de dire, en fait, nous, on veut que les gens ils suivent à fond l'histoire, qu'ils vivent une histoire. Bon, tout ce qui est énigme, on va un petit peu retirer, en fait. Hein. Ah, et du coup, ça part sur des expériences immersives. Hein. Donc, pour moi, on sort un peu du coup de l'escape game quand il n'y a plus d'énigmes. Mais voilà, c'est le choix. À Paris, il y a Live Thriller hein, qui a commencé comme ça. Depuis, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a même la Lock Academy qui lance un nouveau projet qui s'appelle Live Cinéma, où ça va aussi être un peu le but en fait, hein, on vit une expérience de cinéma. Pourquoi pas, hein, c'est vrai que ça permet à ce moment-là de vraiment être plus dans l'histoire, mais moi je trouve ça dommage puisque du coup il y a moins d'énigmes quoi. Ouais, je trouve ça sympa les énigmes pour rythmer le jeu. En effet, ça peut peut-être te faire sortir du contexte qu'on t'a donné, mais je trouve ça sympa que par rapport au cinéma, où l'histoire elle se déroule au rythme de la bobine quoi. Il n'y a plus de bobine depuis longtemps, mais c'est pas grave. Là, c'est toi qui, en fonction de ton avancée, ta progression, qui va faire avancer l'histoire à ton rythme. Et je trouve ça bien parce que rien que le fait que toi tu déclenches j'ai compris cette partie-là, tu peux me faire la scène suivante. Je trouve que ça change tout. Bon, c'est une bonne manière de te raconter l'histoire parce que elle s'adapte à ton rythme de compréhension en fait. Et alors pour moi, une salle qui a été vraiment le plus loin dans le côté histoire, c'est Molly's Game. Hein, aux Pays-Bas, je crois que tu as joué à Molly's Game aussi. Yes. C'est vrai que là, on a vraiment toute une histoire. Enfin, et alors, parce que c'est vrai qu'en termes d'histoire, on pourrait dire il y a peut-être deux axes en fait. Hein. Soit tu pars dans les histoires films d'action qui peuvent avoir du sens en fait dans l'escape game, puisque les enjeux, sauver le monde, etc. Ça, c'est pas mal. Ou alors tu vas du côté des histoires touchantes qui vraiment peuvent prendre aux tripes et dans lesquelles du coup la musique par exemple aussi peut jouer un rôle assez important pour développer un maximum les émotions. Et Molly's Game, c'est vrai qu'ils ont réussi à faire vraiment quelque chose où au fur et à mesure des salles, l'histoire se développe, les énigmes sont toutes bien intégrées avec l'histoire et surtout on a un final qui est vraiment poignant mais digne des plus grands films de Hollywood. Et c'est une fin où vraiment ça choque un peu quoi. Ouais, je me rappelle, je peux le dire sans spoiler, la fin quoi. T'as une petite voix qui dit prenez votre temps, vous aurez la chance de faire cette salle qu'une seule fois, quelque chose comme ça. Et vraiment, c'est une invitation à apprécier le moment. Et ouais, c'est ça. Si t'enlèves le cerveau et dire ok, c'est pas une compétition d'énigmes, on n'est pas là pour faire le meilleur temps, on est juste là pour vivre l'histoire. Et en fait, le moment, il est épique et il est même incroyable. Mais là, pour le coup, la scénarisation, elle est incroyable parce que ils ont vraiment fait ce jeu de j'alterne moment de réflexion, je te donne un peu des éléments d'histoire. Dès que t'as fini de réfléchir, je te fais réfléchir, je te redonne des éléments d'histoire. Et tout ça fait une sorte de ping-pong continuel qui fait que t'as l'impression que plus t'en apprends, plus ça te permet de résoudre les énigmes. Plus tu résous les énigmes, mais plus tu comprends de l'histoire. Et elle avance en continu jusqu'à ce que t'arrives enfin à dévoiler tous les secrets, défaire tous les nœuds. C'est ça. Ouais. Alors bon, il y a d'autres salles hein, du genre qui essaient un peu de reproduire ça. Lost and Found, par exemple, aux Pays-Bas, c'est une autre salle où vraiment ils ont développé ça avec une histoire aussi très poussée. Dans Lost and Found, il y a régulièrement des intermèdes où pour le coup ils te racontent vraiment l'histoire en vidéo. Hein, donc ça te permet de vraiment suivre ça.
Et c'est intégré comment la vidéo? Genre d'un coup tu reviens devant un écran. Exactement, les écrans un petit peu partout, et quand t'as fini une étape importante dans une pièce, hop, t'as le petit moment vidéo où l'histoire avance en fait, hein, et Ok. c'est vraiment construit comme un film. Et c'est très agréable. Ah, bon, après c'est en anglais, hein, donc faut arriver à suivre. Moi je me souviens que j'avais pas tout compris. Heureusement à la fin le Game Master il a repris tout. Mais ça c'est quelque chose pour moi qui a lieu même dans un peu de tous les escapes. Dès qu'ils commencent à mettre une histoire, moi je sais que je vais avoir du mal à bien suivre ce qui se passe, et je suis toujours content de refaire le point à la fin avec le Game Master pour qu'ils reprennent le fil de l'histoire. Je fais ah oui d'accord, c'est ça qui s'est passé, ah oui c'est bien fait et tout, parce que bon moi j'étais vraiment focus sur les énigmes, mais j'arrivais pas à bien voir l'histoire dans son ensemble. Un autre point qu'on peut développer, c'est la durée. Hein, alors c'est vrai que la durée initialement c'est 1 heure de jeu. Ça aussi rapidement il y a commencé à avoir des salles qui ont étendu un petit peu cette durée, parce que voilà c'est court, hein, passer à 1 heure, fois 1h10, même 1h30, hein, il y a certaines salles où ça va carrément jusqu'à 1h30. Ça c'est appréciable. Ouais. Ouais, carrément. Après, si tu veux raconter une histoire 1h00, c'est quand même très compliqué. Ouais. Avec des énigmes au milieu. Ouais, pour les escapes très narratifs, d'avoir plus, c'est quand même mieux. Et puis après, on a commencé à dire que si tu fais plus d'1 heure, c'est pas grave, t'as pas perdu. C'est tout ça en fait le gros changement. Oui, c'est vrai. Bah non, mais clairement. Hein, ça va. Je crois que ça va un petit peu de pair, c'est-à-dire que si ça a été attendu à 1 heure, c'est des gens qui avaient fait une certaine histoire et qui voulaient pas que les gens s'arrêtent trop tôt. Donc, ils disent, allez, on va mettre plus de temps, comme ça au moins ça laisse le temps de finir. Il y a le fait de pas de faire de fin abrupte, hein, quand même aussi qui est important. Hein, d'être toujours capable de finir si une histoire est commencée, de finir l'histoire, et que ce soit pas juste le Game Master qui arrive dans la salle en disant c'est fini, voilà, désolé. Je vous ai raconté une histoire, mais là, c'est fini. C'est ça. Bah moi, franchement, ça m'est arrivé plusieurs fois, et j'avoue, on le vit pas très bien, hein, ce genre de choses. Tu te dis bon. En fait, quand t'es juste à la toute fin, je trouve ça c'est peut-être pas trop gênant, mais c'est vrai que quand il te manque par exemple toute une pièce où tu l'as pas faite, bon, vraiment, c'est pas agréable. Donc d'avoir été ça, c'est bien. Il y a l'affichage du temps aussi, hein, qui a disparu au bout d'un moment. Maintenant c'est très rare dans les nouvelles salles que il y a un chrono qui soit vraiment affiché au mur, parce que effectivement le chrono il est là pour créer du stress, mais même si ça peut être bien des fois pour motiver certaines personnes, en vrai je pense que globalement c'est pas terrible, parce que ça fait stresser inutilement. C'est quand même plus agréable de vivre ça bien, et puis après c'est au Game Master d'aider les équipes pour arriver à finir dans les temps, quoi. Après, je trouve ça intéressant aussi d'avoir une contrainte de temps, parce que d'un point de vue narratif, il y a quand même quelqu'un qui essaye de t'aider à finir dans son temps à lui. Donc si t'as une contrainte de temps qui est justifiée par ton histoire, c'est quand même plus simple, et puis ça va rajouter, comme tu dis, un petit peu de stress, un petit peu d'émulation. Donc quand il n'y en a pas du tout, des fois je suis un peu déphasé par rapport au rythme qui est imposé par la salle et le rythme que moi j'ai naturellement. Ouais. Non, parce que je pense que c'est encore le cas souvent qu'on dise voilà, il y a tant de temps, mais pour le coup après t'as pas de Ouais. ça te le rappelle pas régulièrement. Et d'ailleurs, on a des nouvelles salles qui arrivent à Lyon. On a Alien chez Clap qui a ouvert début août. Et eux, c'est une salle de 2 heures. Waouh. Ouais, ça c'est fou. Ouais, pour le coup, Ça se met 2 heures. Et quand j'ai regardé les premières stats, c'était à 2h05, un truc comme ça. C'est pas faussement 2 heures, quoi. Donc nous, on l'a pas fait encore, on a hâte d'y aller. Et c'est annoncé 2 heures. Et pareil pour le Casse des Vermines, qui est du coup créé par Mission Évasion depuis maintenant... ça va faire 3 ans qu'ils sont en travaux, je pense. Et c'est annoncé dès le début, c'est 2 heures de jeu. Je sais pas s'ils l'ont gardé, mais c'est aussi prévu pour être 2 heures de jeu. Ok, c'est intéressant. Moi, en fait, ça me fait penser au Full Experience, hein, qu'il y a à Paris. Il y a ça dans plusieurs agences. Bon, en fait, que 2, mais il y a notamment, c'est Deep Inside, hein, qui ont commencé par faire ça. Hein, t'as suivi en fait. Hein, donc Deep Inside, ils ont 2 salles qui sont les 2 sur le même thème. Et du coup, ça a du sens de faire jouer les 2 à la suite, hein, puisque c'est vraiment le même univers. Ça permet de construire une expérience de 2 heures, qui est en fait la somme d'expériences de 2 expériences de 1 heure. Et peut-être que ça rejoint du coup ce qu'on voit, ce qu'on a à Lyon, si ce n'est que peut-être à Lyon, c'est vraiment pensé pour durer 2 heures de base, et c'est peut-être pas divisible. J'ai pas beaucoup d'infos, mais alors, de ce que je comprends de Alien, c'est une salle.
qui était prévu pour être une salle et qui est prévu pour être 2 heures. Donc là, c'est pas divisible, c'est sûr. Et pour le casse des vermines, j'ai que ce qu'ils ont annoncé, un budget assez dingue et 800 mètres carrés, je crois, pour une seule salle. Donc en effet, 2 heures seront pas inutiles, je pense. Donc à voir comment ce sera. Je pense qu'on en saura plus bientôt. Ok, c'est intéressant de voir ce que ça peut donner. En tout cas, pour cette histoire de jouer 2 salles à la suite, c'est vrai que du coup, alors moi, je l'ai pas fait chez Deep Inside parce que ça, je les ai joués séparément, mais c'est chez Secret Jigs, qui est une autre salle en Île-de-France, qui propose, ils ont carrément 4 salles sur la même thématique. Donc, ils ont fait en fait 2 full expériences où 2 par 2, en fait, on peut jouer l'une et l'autre à la suite. Énorme. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'en avais déjà fait une sur les 4, donc j'ai pris les 2 autres qui restaient pour faire une full expérience. Et j'ai quand même constaté, alors même si je trouvais ça sympa d'enchaîner, c'est que pour le débrief, c'est un peu plus compliqué. Alors c'est compliqué parce que c'est 2 salles. Et en fait, quand tu finis la 2e salle, du coup, c'est facile de débriefer celle que tu viens de faire, mais celle d'avant, c'est plus compliqué déjà de retourner. Il y a peut-être des groupes qui entre-temps jouent. Enfin, tu vois, donc du coup, à cause de ça, c'est pas forcément idéal, je trouve. Moi, ça me dérange pas du coup de séparer 2 expériences pour mieux débriefer. Et puis il faut que l'histoire continue. De Deep Inside, nous on l'a pas fait parce que je crois qu'il y a une des 2 salles qui fait vraiment plus peur et que nous on n'arrive pas trop les salles d'horreur. Mais de ce que j'avais compris, il y a un passage d'une salle à l'autre dans le décor. C'est-à-dire qu'en gros, t'as pas besoin de revenir au départ, quoi. Tu restes dans ta salle et t'as un passage pour aller à l'autre salle et l'histoire continue. J'avoue que si la salle avait pas été aussi notée comme effrayante, et si on avait eu le temps, parce que finalement quand nous on vient en Paris, on enchaîne un peu les salles et on essaye d'en voir le plus possible de différentes. Mais j'avoue que ça avait l'air d'être vraiment attirant cette histoire de double salle qui s'enchaîne. Chez Secret Jig, c'était ça aussi, hein. Vraiment, on enchaînait directement les 2 sans passer par l'accueil et effectivement c'est sympa, hein. Et je crois que eux ils veulent même faire la totale full expérience, c'est-à-dire 4 à la suite. Là faut s'accrocher, hein, parce que t'es mort sur 4 heures de jeu. C'est faisable, mais c'est vrai que c'est il y a pause pipi et pause goûter au milieu ou pas? Non, mais je sais pas. Oui, après peut-être que tu peux demander, hein, s'il y a besoin, mais je crois qu'ils ont pas de toilettes dans les salles, donc normalement. Enfin, toilette roleplay. C'est ça. Ouais. Yes. Après, dans les autres façons d'étendre le temps de jeu, il y a les expériences où c'est carrément toute la soirée, hein, voire la nuit. Hein, et ça, bon, il y en a 2 en France, hein, pour l'instant. Essentiellement, c'est Game Hotel et Escape Night. Nous, on a joué Game Hotel ensemble. Il y a quelques temps. L'expérience était quand même assez fou, ça, non? De jouer toute la soirée dans la maison entière. Enfin, l'espace de jeu est déjà énorme, donc en soi, c'est hyper plaisant de découvrir plein de choses dans le lieu, mais de jouer aussi longtemps comme ça dans la soirée, c'était super. Sachant que c'était pas, même si ça durait toute la soirée, c'était pas aussi intense que dans une salle d'escape game, hein, puisque pour le coup là, tu pouvais faire des pauses au milieu. Oui. T'avais le repas au milieu où vraiment le jeu s'arrête, le temps du repas. Et ce qui est encore plus fou, je trouve, c'est que tu vois sur le modèle 1 heure enfermé à 4 dans un espace quand même assez restreint, toutes les idées qu'on a eues. Et là maintenant tu te dis, ok, maintenant on va faire une nuit d'escape game. Et il n'y en a que 2 en France. Donc en fait, ça avait pu prendre vraiment des formes encore plus différentes, tu vois, encore plus variées. Et je me dis, il y a tellement de choses à inventer sur ce format-là encore. C'est vraiment énorme en termes de possibilités. Et moi, j'ai vraiment adoré celui qu'on a fait, donc Game Hotel. Et j'ai été surpris assez souvent de me dire, ah ouais, d'accord, quand on a tous une soirée pour jouer, on peut faire ça, quoi. On peut s'arrêter pour manger. On peut, il y en a qui s'arrêtent pour faire des siestes. Non, le rythme est différent, l'utilisation de l'espace est différent, la circulation d'informations est encore plus compliquée, et tu peux vraiment faire des jeux. Déjà dans Game Hotel, il y a des sortes de petits rôles, donc franchement c'est chouette d'imaginer ça. J'aimerais qu'il y en ait plus. Pareil, j'aimerais. Après, je pense que c'est un format qui est peut-être compliqué à mettre en place et à rentabiliser, mais en tout cas, les 2 là, ça fait déjà un moment et qui continuent. Ils ont pas l'air d'avoir de soucis, donc
Bah, ça fait déjà un petit moment qu'on voit des photos de travaux de Game Hotel 2, qui sera dans Je une autre savais pas. région, je crois. Ok. Je crois que c'est vraiment un tout autre lieu en termes de... C'est pas genre la maison d'à côté, quoi. C'est une autre ville. Bah oui, ouais, d'accord. Et je crois que c'est assez loin de la première, même. Et ouais, on voit les travaux depuis un petit moment, donc oui, ça doit marcher pour qu'ils en ouvrent un deuxième. Alors nous, quand on avait joué, je crois que personne n'a fait de sieste. Hein. Tout le monde était au taquet dans l'équipe. C'est pas vraiment l'ambiance. Après, Ouais. du coup, tout le monde finit pas à la même heure. Donc, je crois que le jeu commence vers 18h. Ça dépend, Moi, si je me on trompe. peut commencer à 17h, je crois. Enfin, c'est un peu variable. Et nous, on a dû finir vers minuit, 1h, je sais pas, de tête. Mais moi, j'ai des groupes qui sont allés, qui ont fini à 4h du matin. Bah, quand t'es fatigué, tu peux t'allonger, en fait. Tu peux, tu peux dormir dans la, une dans durée la comme salle d'escape. ça, ouais, tu peux faire quand même une petite pause pour tenir jusqu'à 4h. Ouais. Et puis, parce que t'as envie d'avoir la fin quand même, j'imagine. Donc. Bah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, pour ceux qui y vont, sachez qu'avec Thomas, on a fait une petite énigme dans le livre d'or. Je sais pas si elle y est toujours, mais Bah, j'espère. J'espère qu'elle est encadrée. Mais le petit historique, bah encadré, ouais, dans les livres d'or, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas, c'est voilà, on a mis ça. Je crois que j'ai eu régulièrement des petits messages de gens qui sont allés la jouer et qui m'ont envoyé la réponse en message privé. Sympa. Donc elle tourne encore au moins il y a 6 mois, quoi. Ok, autre thématique d'évolution. Il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles on peut progresser. Les interventions du Game Master. Ça évolue. C'est vrai que initialement le brief, il dure un certain temps en fait avec le Game Master. Ça dit plein de choses. Bon, c'est vrai que ces briefs, c'est toujours mieux si on arrive à s'en passer. C'est pas forcément facile, mais voilà. les escapes où on rentre directement dans la salle sans brief, ça franchement, c'est des évolutions qui font plaisir. Après, ça oblige à avoir par exemple des salles assez robustes parce que les gens, si on leur a pas dit de faire attention, bon, déjà ils vont tout casser. Bah là-dessus, je trouve il y a débat parce que c'est vrai que d'un point de vue joueur expérimenté, c'est clair. Quand on explique que la communication est un point important des salles, on avait un peu compris. Mais en même temps, il y a toujours des petites règles un peu différentes. Oui, non, mais ça, bien sûr, il faut les répéter. Je me rappelle d'une salle qui était trop vieille, entre guillemets, qui a été créée avant certains codes, et où la Game Master était obligé de préciser qu'à un moment, un élément servait 2 fois. Ouais. Parce qu'en fait, les gens sont tellement habitués que une fois que j'utilise un truc, je le jette, que c'était impossible d'aller réutiliser un truc qui était déjà, déjà utilisé. Ça, on me le dit souvent aussi. Ah ouais. Et autre chose, malheureusement, quand on parle avec les autres gérants de Lyon, donc nous, on n'a pas encore notre salle ouverte, donc on n'a pas encore ces stats, mais on nous parle en gros de 60% de personnes qui viennent faire un escape qui n'ont jamais fait d'escape. Donc, c'est des gens qui sont en panique parce que on fait souvent la blague qu'ils pensaient réserver un laser game et en fait, ils n'ont pas compris. Mais c'est en gros, ils ont pas les codes, ils savent pas comment ça va se passer et ils ont besoin d'être rassurés, d'être accompagnés. Donc sans le brief, c'est chaud quoi. Je suis d'accord qu'il faut. Après, c'est vrai qu'il y a certains briefs où quand on dit bon, un objet sert 2 fois, je comprends. C'est vrai, des fois c'est par exemple juste la lampe, oui, elle sert 2 fois avec un truc. Oui, bon, enfin, des fois c'est vrai que c'est un petit peu instinctif quand même. Mais des fois aussi, quand on dit oui, dans telle salle, t'as un objet qui va servir de telle façon. Il y a un côté un petit peu spoil où pour le coup c'est mieux de pas avoir à dire ça quoi. Oui, je me rappelle de salles où je passais toute la salle à me dire est-ce que c'est là qu'il faut forcer un peu tu sais, il y a toujours un endroit où il faut forcer un peu plus et en fait ton cerveau tant que t'es pas passé à ce truc-là ou une autre salle où on m'a dit attention il y a des choix qui sont irréversibles. Et pendant toute la salle, t'es là en mode, c'est là le réversible, c'est là le réversible. Et en fait, à la limite, moi j'aime bien parce que ça ralentit l'équipe. Ils se posent 2 fois la question avant de faire quelque chose. Mais, mais sinon, non, je trouve c'est vrai que ça spoil et ça change complètement c'est exactement le principe du spoil, de toujours dire est-ce que c'est là, et t'es plus concentré sur la salle, quoi. Donc, un peu dommage. Un autre truc, c'est le Game Master qui nous accueille directement dans son rôle. Dans le rôle qu'il va utiliser dans la partie. Ça, c'est quelque chose qui a commencé à se faire et que je trouve très sympa, en fait. Je trouve que pour l'immersion, c'est bien. Après, moi, je préfère que à la fin du jeu, le Game Master quitte son rôle et qu'on soit vraiment en discussion normale. Mais bon, après, ça arrive que certains, ils veulent pas lâcher le rôle jusqu'au bout. C'est vrai? Oui. Je trouve que c'est un moment important quand tu
souvent c'est des gens qui ont un souci, qui vont pas bien. Du coup, quand ils t'accueillent, l'heure est grave, quoi. Tu vois. Et quand il sort de la salle et que le game master il est souriant, il est en fait humain, et C'est ça. je trouve que ça fait partie de mettre en valeur le travail qui a été fait pour rendre le moment grave au moment d'entrée et qui va accentuer l'effet de plaisir de c'est terminé, on est content à la fin. Donc ouais, moi je trouve ça vraiment cool d'avoir quelqu'un de plutôt chaleureux à la fin qui vient montrer l'effort qui a été fait pour la mise en scène début. Ouais, je suis carrément d'accord. Bon, après, sinon, le Game Master, ça arrive qu'il soit présent dans la salle. Hein. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'y avait pas du tout au début, mais à un moment, voilà, des acteurs dans la salle qui peuvent être soit un peu peut-être des ennemis, il peut y avoir ça, ou alors carrément le Game Master qui vient aider en jouant un rôle. Hein. C'est vrai que les deux sont possibles. Et ça rajoute, je pense, de l'immersion. Hein. Enfin, après, ça dépend des cas, hein, mais globalement, c'est quand même une bonne évolution. Ça se voit beaucoup dans les salles d'horreur. Bah oui, bien sûr. Quand même, c'est quand même de là que ça vient. Et on joue très peu les salles d'horreur parce que justement, je trouve que ça peut déconcentrer le jeu, d'avoir peur d'avoir quelqu'un qui vient euh, dans la salle à n'importe quel C'est moment. sûr. Hein. Mais bien fait, ça peut être cool. Hein. Bien fait, ça peut être très cool. Mm. Alors sinon, le Game Master, c'est vrai que son rôle, c'est donner les indices pour le jeu. Et les indices aussi, je trouve que ça a pas mal évolué. Au début, c'était quand même très indice textuel. Hein, donc textuel sur un écran ou sur un papier. Maintenant, j'ai l'impression que c'est souvent plus immersif. Hein, donc c'est le Game Master qui joue un rôle d'un personnage qui va nous parler. Et éventuellement, des fois, il peut carrément incarner un autre personnage avec des changements de voix. Ça aussi, c'est sympa quand ça a lieu. Aussi, je préfère quelqu'un qui nous parle et qui nous aide en direct plutôt que juste recevoir un indice comme dans un jeu où t'as débloqué un indice, t'as la petite phrase. C'est quand même plus sympa d'avoir une petite aide personnalisée quoi, à l'oral. Les deux me vont, ça dépend vraiment moi le prétexte quoi. Tu vois. Des fois, on va te donner un talkie-walkie pour avoir le Game Master à l'oral, mais ça va pas très bien avec la salle, je trouve. C'est vrai. Et je prends l'exemple d'une salle lyonnaise, du coup, qui est le Casse-Tête de Launay, où je crois que le système d'indice est textuel, alors, j'espère ne pas dire de bêtises, et que ça rentrait vachement bien dans le jeu. Ouais, d'accord. Tu vois, j'aurais pas vu autre chose par rapport à ce qu'ils ont fait. Et je trouve que vraiment les deux me plaisent, moi. Maintenant, c'est vrai que est-ce que on arrive à avoir quelque chose de plus personnalisé sur de l'écrit? Je sais pas, t'as raison, c'est peut-être un peu froid de l'écrit des fois. En mode, C'est un peu froid et puis ça fait peut-être aussi un peu, enfin, ça casse un peu l'immersion d'avoir l'indice qui vraiment t'aide. Est-ce que c'est logique d'avoir cet indice à ce moment-là? Enfin, peut-être pas. Ouais, tu vois, c'est l'immersion en fait qu'il faut faire attention, je pense, plutôt que le système d'indice. Moi, j'aime bien les systèmes d'indices où les indices sont un peu cachés. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis pas tout de suite, ah, il vient de me donner un indice, tu vois. Et c'est pas forcément facile à faire. Il y a une technique d'une salle à Lyon qui est de Mission Invasion, c'est de créer la communication non-stop. Donc t'es tout le temps en communication avec ton Game Master. Et du coup, quand il y a un indice qui arrive, et ça fait partie de ta communication naturelle, quoi. C'est pas juste, ah mince, il me parlait, c'est que c'est un indice. Et je trouve ça, je le revois de plus en plus, je sais pas si toi t'es d'accord, de échanger avec ton Game Master, pas que pour, là, on a un indice, donc il va me parler. Bah, il y a clairement ça en fait, hein, et certains game masters, donc ils servent de ce biais pour faire passer les indices un peu plus discrètement. Et enfin, je sais que ça peut toucher donc certaines équipes qui veulent absolument pas avoir d'indices. Des fois, elles refusent du coup même des communications avec le game master, sachant que mais non, c'est l'histoire. Et bon, je sais que ça a déjà perturbé certains game masters de cette façon, mais je trouve que c'est aussi une façon peut-être de plus facilement glisser des indices. Ça a aussi du sens parce que c'est vrai que des équipes des fois qui veulent pas d'indices, en fait, elles ont besoin quand même d'indices et le fait qu'elles en refusent, des fois, elles se privent elles-mêmes d'une bonne expérience. Donc à un moment, c'est bien d'être proactif là-dessus. Clairement, je pense que j'ai pu demander un pas d'indice après des salles où l'indice est arrivé beaucoup trop tôt. Mais en vrai, quand on dit pas d'indice, c'est jamais pas d'indice. On veut pas rester coincé à un tiers de la salle parce que on n'a pas compris quelque chose. Donc en fait, le vraiment pas d'indice net, ça me paraît quand même une bêtise. Ton but, c'est quand même de t'accompagner jusqu'au bout de la salle, mais
certaines équipes, tu peux leur faire confiance, elles vont arriver à se débloquer naturellement. Donc, le pas d'indice, je pense qu'on peut en parler encore un long moment. Mais je suis passé de l'autre côté. S'il y a besoin d'indices, c'est le Game Master, c'est son rôle. S'il doit me donner un indice, je suis bravo d'accord. Thomas, c'est une c'est une belle évolution de ta part. Merci. Yes. Il y a un autre truc là sur les indices en fait, et alors pour le coup c'est un truc que j'ai pas vraiment constaté. Malheureusement, parce qu'en fait c'est un truc que moi je fais chez un trésor à Paris quand j'aide les équipes, et moi quand j'aide des équipes en jeu de piste, je suis présent en extérieur avec les équipes et je peux me permettre des choses que peut-être en escape game ils se permettent moins, et ça je sais pas si tu te souviens, moi ma façon de donner les indices c'est assez particulier, c'est je discute avec les gens et je suis comme un joueur supplémentaire qui a des idées à partager, mais qui sont du coup pas forcément bonnes. Hein. Je brainstorm avec les gens sur ce que je vois, je rebondis sur ce qu'ils disent, et ça arrive en fait que je parte sur des fausses pistes parce que, comme quand on brainstorm en vrai, hein, des fois c'est pas la bonne idée qu'on a tout de suite. Bon, et moi en fait je trouve vraiment intéressant d'apporter comme ça, je sais pas, une voie supplémentaire aux gens qui leur permettent peut-être de trouver la réponse, mais sans leur donner, hein, parce que les indices qu'on a en escape game souvent c'est un peu trop. On prend ça pour argent comptant, et donc ça aide peut-être un peu trop, alors que juste donner des pistes comme ça aux gens, ça leur permet de trouver d'eux-mêmes la bonne réponse en faisant comme ça le tri par rapport à des bribes d'idées. Voilà, moi je trouve ça plus intéressant, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais vu en escape game. Peut-être parce que quand t'es pas à côté, c'est un peu plus dur d'être sûr que les gens partent pas trop sur les fausses pistes. Hein. Ouais, c'est vachement compliqué à mettre en place dans un escape game. Et il y a vraiment une contrainte de temps qui est très forte dans l'escape game. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend pas compte, mais pour une heure, qui finit souvent en 1h10 de jeu, plus le brief, plus le rangement, et des fois, il y a des escape games qui enchaînent des parties toutes les 1h45. Tu te dis, en fait, les équipes, elles doivent y aller. Donc les envoyer sur des fausses pistes, ça paraît un peu compliqué. Ça, mais la proximité aussi, t'as raison, c'est le point faible de l'escape game, c'est finalement, t'es un game master, mais t'es assez loin de l'équipe. Donc c'est difficile d'avoir un échange vraiment aisé. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que en fait, il faut avoir cet échange, il faut être capable de tout de suite remettre les gens sur la bonne piste si jamais ils partent vraiment trop loin, parce que sinon tu perds trop de temps. Bon, et puis moi, c'est vrai que sur mes gens extérieurs, souvent, quand il y a 3 heures de jeu total, bon, ça laisse Exactement. le temps de le faire, on peut se permettre un petit peu de discuter, quoi. Et puis tu ranges pas la gare Montparnasse après. Non, voilà, c'est ça. Hein. Moi, j'ai un jeu par après-midi, et c'est bon, quoi. Et puis je trouve que ça fait partie aussi de tes jeux, la façon dont t'as d'animer va mettre l'ambiance qu'on a dans le jeu, l'humour que tu mets sur tes supports comme quand tu mets à l'oral, fait que ça donne l'ambiance du jeu. Et c'est d'autant plus important que t'es pas non plus maître du décor, là où un escape game va plutôt miser sur la non-présence d'un game master la plupart du temps, ou la présence la plus discrète possible, et va faire confiance à ses effets sonores, à son décor, à ses jeux de lumière, à sa scénarisation pour mettre l'ambiance. Donc vraiment c'est le rôle du game master. Il y a encore pas mal d'escape qui va essayer de le minimiser à fond. Je parlais avec Amazing Game par exemple, qui cherche à mettre ses indices qui sont de plus en plus discrets. Donc Amazing Game, c'est une salle à Lyon également, qui a créé une salle très narrative à une époque où ça se faisait pas trop, c'était la première génération. Et quand on parlait de la deuxième salle, il disait par exemple, si t'as pas fouillé un endroit, t'as pas fouillé près d'un feu par exemple, et que il faut que t'y ailles, et il va accentuer le son du feu pour que inconsciemment tu te dises tiens, il fait quand même beaucoup de bruit ce feu, je vais aller voir, tu vois. Donc tu vas aller voir la cheminée. Et son et lumière, c'est vrai que ça peut être des bonnes façons de donner les indices discrètement, et ça je suis d'accord que c'est aussi des trucs assez novateurs qui sont bien vus. Hein. Bon, un dernier sujet à aborder sur les escapes, c'est les décors et le mécanisme. Ça aussi, ça a beaucoup changé. C'est vrai qu'en fait, plus c'est allé, plus il y a des choses folles en fait, en termes de décor, en termes de mécanisme. Au début, c'est vrai que le marché n'était pas très mature, donc les agences, elles allaient peut-être pas mettre 100 000 euros
dans des décors. Aujourd'hui, on sait que ça peut avoir du sens de le faire, donc il y a des choses comme ça plus conséquentes. Une évolution, par exemple, je trouve hyper cool, c'est Escape Rush à Bruxelles. Eux, c'est carrément la devanture qu'ils ont changé. C'est-à-dire que voilà, t'arrives devant un magasin, tu sais, ça dit même plus que c'est un escape game, t'as un magasin de vêtements. Donc déjà en soi, en termes de décor, ils sont allés très loin en disant on va jouer le jeu d'une société d'espionnage qui se cache derrière un magasin. C'est pas mal. Ouais, je reparaphrase au cas où les gens n'aient pas compris. En fait, quand t'es dans la rue, la vraie ruelle, il y a un petit panneau escape game, mais il est vraiment tout petit. Et ils ont fait une fausse ruelle. Là où normalement t'aurais eu l'entrée d'escape game, quoi. Ils ont fait une fausse ruelle avec des faux magasins. Et tu rentres dans ce magasin, mais là t'as plus du tout écrit escape game. Et ça, c'est la mise en scène, elle est dingue. Elle est vraiment dingue. Moi, c'est mon enseigne préférée, Escape Rush. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah c'est vrai qu'ils font des trucs assez fous en fait. Moi, ce que je trouve dingue là-bas aussi, c'est l'entrée dans les salles, là où t'as une sorte de tunnel lumineux et ça t'amène vers un écran qui te fait le briefing. Enfin, c'est... Ouais, je trouve ils ont réussi à continuer à s'améliorer, ce qui est pas facile, parce qu'ils avaient déjà des effets assez forts entre leur ruelle et la présentation de brief, et ils ont réussi à vraiment faire un accueil sans fausse note, et c'est vraiment génial. Non mais c'est vrai ils sont très forts, il y a pas de doute. On peut maintenant parler de l'évolution la plus folle que j'ai vue à ce jour du format d'escape game, avec un niveau de réalisme incroyable. C'est le jeu de piste en ville. Les décors, c'est la vraie vie en fait. Mais oui, enfin la vérité. Éclatant. Bah oui, non, mais c'est plus réaliste, etc. Non, alors c'est pour rigoler, hein, bien sûr, hein. Même si je trouve ça très bien les jeux de piste. Non, en fait, moi ce que j'ai joué cet été, c'est Enigma City à Toulouse. Et donc Enigma City, c'est carrément en fait un escape. Ils ont créé une petite ville pour faire le jeu. Donc là, pour le coup, on est sur des locaux qui sont même plus grands que ce qu'on voit aux Pays-Bas. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont mis en banlieue de Toulouse. Donc ils ont pris le parti là de faire ça. Alors ils sont accessibles quand même avec les transports en commun, mais voilà, ils ont pris des méga locaux et ils ont fait du très bon travail. En fait, à la base, c'est Enigma Escape, l'agence d'escape à Toulouse qui a créé ça. Alors pour le coup, moi, tu vois, c'est peut-être mon agence préférée d'escape. Là-bas à Toulouse, ils ont fait 8 salles. Moi, j'en ai joué, je crois 5 sur les 8 et je les trouve vraiment excellentes. Ce qui est bien, je trouve, chez Enigma Escape, c'est que c'est un peu dans le nom, en fait. Ils ont des énigmes. Oui, en fait, ils donnent une part importante des énigmes dans leur salle. En tout cas, c'est quelque chose qu'ils gardent. Contrairement à pas mal d'agences qui vont avoir tendance à simplifier les énigmes parce que pour les gens, c'est trop dur. Non, eux, ils tiennent vraiment à faire des belles énigmes. Et pour aller plus loin, ils se sont dit on va créer comme ça une ville pour leur salle. Et ça, en fait, ça m'a fait penser à une salle à Paris qui s'appelle Mission Yakuza. C'est l'agence 1 Hour, c'est vraiment une agence importante à Paris parce que font partie un petit peu des meilleurs. Et dans Mission Yakuza, en fait, t'es dans une enquête policière et pour les besoins de l'enquête, en fait, tu vas dans différents lieux. Donc tu commences au commissariat, mais après tu vas sur le lieu où il y a le meurtre et tu vas comme ça dans d'autres lieux qui n'ont rien à voir. Et pour passer d'un lieu à l'autre, eh bien c'est pas évident, parce que dans un escape classique, on va de salle en salle, mais c'est des salles qui logiquement sont côte à côte et qui marchent bien. Mais quand tu veux aller dans différents lieux, tu ne peux pas. Et donc, eux, ils ont juste un petit couloir où, hop, tu passes une porte et tu changes de lieu. Et c'est un petit peu aux joueurs d'imaginer que ça va changer. Moi, perso, pas de souci avec ça. J'ai l'imagination qui va bien. Mais bon, j'ai entendu des reproches par rapport à ça. Et je peux comprendre. C'est vrai que le parti pris de Enigma City, c'est, ok, tu veux que ce soit réaliste, et on va te créer toute la ville autour qui va bien pour que quand tu vas d'un lieu à l'autre, vraiment tu traverses la ville. Donc ça c'est cool. Et par contre, Enigma City, c'est pas juste une mission, parce que tu crées pas une ville pour chaque mission, ça serait un petit peu trop un peu trop coûteux. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que il y a plusieurs missions qui sont imbriquées dans la même ville. Et chaque mission nécessite d'aller dans plusieurs lieux comme dans une salle classique en fait, où on va dans 4-5 salles. Là c'est la même chose, mais les transitions se font en passant dans la ville. Énorme. Et du coup tu croises d'autres équipes qui
qui sont dans la rue et qui vont d'un point A à un point B pendant que tu vas d'un point C à un point D. Oui, exactement. En fait, c'est le principe. Alors, quand on l'a fait, nous, on n'a pas trop été confrontés à ça. Mais c'est vrai que quelque chose qui m'aurait fait peur, c'est d'être spoilé d'un élément important de l'intrigue en voyant notre équipe. Bon, faut savoir que déjà, les moments où on est dans la rue, c'est pas la plupart du temps, parce que la plupart du temps, donc on va quand même en gros de salle en salle. Et quand tu vas dans une salle, tu t'enfermes. Donc du coup, t'es vraiment tranquille avec ton équipe. Il peut y avoir quand même un petit peu de moments comme ça en extérieur où ça spoil un peu. Mais donc nous, quand on l'a fait, on n'a pas eu ce problème. En fait, moi j'ai fait les trois histoires qu'ils ont pour l'instant. Ils ont 3 missions à Enigma City. Et en fait, quand on a fait les 2 premières, il n'y avait pas d'équipe en simultané. Donc du coup c'est que quand on a fait la 3e qu'il y avait des équipes, mais qui faisaient du coup une histoire qu'on avait déjà faite. Donc en gros quand on les voyait, on voyait très bien ce qu'ils faisaient. Donc il y avait pas ce problème. Mais on a parlé avec eux et en fait il y a 2 choses. Déjà ils se débrouillent pour que quand une équipe soit à un endroit, s'ils sentent que ça va gêner une autre équipe parce que c'est des choses importantes, du coup ils se débrouillent pour faire déplacer les équipes. Avec le Game Master, donc ça c'est possible. Et puis des fois, il y a certaines choses à voir des autres équipes qui peuvent être impressionnantes et eux ils ont l'impression que ça fait un peu un teaser des autres missions, donc ça leur va bien, il y a pas de problème de ça. Ils entendent crier dans les... Oui, bah voilà, exactement, tu entends crier ou tu vois quelque chose d'impressionnant ou si c'est juste le truc impressionnant mais c'est pas l'énigme, là tu te dis c'est cool, ça a l'air sympa. Donc pas de problème pour ça. Et puis sinon c'est vrai que tu peux juste croiser dans la rue des équipes, mais en soi c'est pas gênant parce que chacun a son objectif, donc on se gêne pas quoi. Et du coup ils ont 3 énigmes enfin 3 missions, t'as dit? Tu parles de missions oui, pour le moment. C'est des missions. Alors c'est vrai que c'est difficile de parler de salles en fait puisque non c'est une ville, enfin il y a plein de salles et voilà, c'est la ville la salle, mais voilà du coup c'est 3 missions différentes dans le même espace. Alors l'espace c'est un énorme hangar où ils ont mis des maisons un petit peu partout, genre sur tous les bords il y a des maisons et puis on peut faire le tour en fait d'un îlot central plus des ruelles. Enfin voilà, ils ont essayé de densifier. Et puis en plus il y a des étages et des sous-sols. Enfin il y a vraiment de quoi explorer. Ça va assez loin. Là ils ont 3 missions pour le moment et ce qu'ils m'ont dit c'est qu'il y en a 5 autres en préparation. Ils comptent étendre en plus la ville avec les locaux à côté et le sous-sol aussi qui est pas encore beaucoup développé, donc ça va grossir. C'est pas fini. Énorme. Il y a aussi un côté jeu de piste, bien sûr, avec ça. Bah oui, t'es dans la ville, tu vas d'un lieu à un autre. Franchement, se déplacer en ville, c'est exactement ce qu'on fait. Et puis, du coup, aussi, forcément, il faut savoir ce qu'on cherche dans ce jeu, parce que des infos, t'en as 360 degrés, donc faut bien comprendre ce qu'on fait. Et donc ça, je t'ai dit, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, j'ai fait les 3 expériences donc à la suite, mais j'ai fait des pauses. Quand même, c'est-à-dire que c'était vraiment on fait une mission, on débriefe la mission et ça du coup j'ai trouvé ça bien tu vois, de le faire au fur et à mesure pour déjà bien suivre chacune. Tu sais, si j'avais fait les 3, je pense de redébriefer l'ensemble, enfin tu te souviens plus trop de ce que tu as fait au début, donc tu retiens moins. De cette façon c'était bien. Donc quand tu as fait ta pause, tu es sorti de la ville complètement, ou est-ce que tu as pu aller dans un bar ou un restaurant qui était déjà un petit peu dans la ville? En fait, ils ont un espace en dehors de la ville pour débriefer, pour briefer. C'est un espace qui fait d'ailleurs un petit peu restaurant, parce que la façon dont c'est fait. Mais oui, non, si c'est dehors quand même. C'est sorti, ouais. Quand tu rentres dans la ville, c'est pour jouer, et quand tu as fini de jouer, tu sors de la ville. C'est ça. Et puis en plus, il y a une ambiance ville japonaise en fait là-bas que je trouve vraiment cool en fait. C'est quelque chose qui est un peu aussi dans la mission Yakuza à Paris. C'est quelque chose qui est aussi à Tokyo Lab de Escape Rush, enfin ce type d'ambiance japonaise. Moi, je les trouve très bien et je trouve qu'elles se prêtent beaucoup aux espaces très denses où du coup, il faut un petit peu savoir où tu cherches parce que ça peut très vite être surchargé ce type de décoration. Ouais, ça fait rêver ce dont tu parles là. C'est un projet qui a l'air titanesque. Ouais, c'est un projet fou et vraiment c'est ce que j'ai vu moi de plus grand en restant dans la dynamique escape game, parce que voilà, des choses similaires où du coup on retire les énigmes, il peut y en avoir, mais tout en restant dans l'escape game, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà, moi j'ai fait le tour des grosses évolutions que j'ai remarquées en escape game. Je sais pas si toi t'as d'autres idées d'évolution ou si tu veux peut-être même parler de ta salle qui proposera peut-être d'autres évolutions. Eh ben c'est une bonne transition. Je veux bien un peu teaser sur notre salle avec Anna et moi. Donc
il y a des choses sur lesquelles tu as mis bien le doigt sur ce qu'on aimerait faire. Donc, je pense qu'il y a des parties sur lesquelles on est bien à la mode, hein, comme on dit. On a vraiment essayé de pousser les choses dans le sens dont tu parles. Je vais pas les dire parce que j'aimerais bien que ça reste une surprise et puis qu'on vienne sans idée préfaite à faire la salle. Mais il y en a où peut-être qu'on est un petit peu à contre-courant aussi. Je pense qu'on peut aussi créer de l'originalité en allant en contre-courant parfois, en faisant des choix inverses des tendances. Carrément. Et ouais, enfin moi j'ai vraiment trop hâte de voir des joueurs jouer parce que c'est là où on va prendre le plus de plaisir, je pense, de voir les gens découvrir, créer cet effet de surprise, aller aller créer de l'émotion, comme tu dis, à des joueurs. Donc ça, on a vraiment hâte de le voir pour de vrai. Et pour le coup, bah nous, côté The Apple, on adore les énigmes, donc les énigmes auront vraiment une belle part de la salle. Elles seront quand même bien au centre. Et ouais, bah pour donner le ton, on va forcément travailler la narration. On va forcément essayer de faire vivre une expérience plutôt que de faire des énigmes, que les énigmes aient du sens, qu'on sache pourquoi on les fait, qu'on a envie de les faire, et que ce soit le plus naturel possible pour les joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on oublie qu'on joue à un moment, qu'on oublie qu'on est dans le jeu et qu'on fasse juste les choses parce qu'on a envie de les faire, que ça nous amuse, et donner un petit côté un peu plus réel. Et ça, c'est hyper intéressant, d'essayer de raconter une histoire qui est finalement complètement inventée et la rendre réelle. Plus ton histoire est inventée et plus ça va être extraordinaire, c'est plus ce que les joueurs cherchent finalement. Et plus tu vas essayer de l'ancrer dans le quotidien et plus ça va être vraisemblable. Donc il faut toujours essayer de jouer avec ce côté-là, de dire je vais quand même te créer quelque chose d'extraordinaire pour que ce soit rigolo et en même temps je vais essayer de te l'ancrer bien au sol pour que bah, ça te paraisse crédible. Et là-dessus, on a encore pas mal de réglages à faire au niveau du ton, mais c'est ça qui est intéressant. Faire une ville, c'est faire, tu vois, quand tu parles d'Escape Enigma City, ça, et ben ils ont fait une ville et du coup, bah quand tu passes d'une maison à une autre, et ben oui, ça, c'est hyper réel quoi. Ça devient plus concret. Et en même temps, bah c'est presque moins magique que certaines salles qu'on a vues qui te proposent un vaisseau spatial par exemple. Mm. Et donc le vaisseau spatial, bah quand tu vois sur le papier, tu dis bah ouais, moi je veux grave faire un vaisseau spatial. Mais après, il va falloir l'assumer pour que ton vaisseau spatial, eh ben, il paraisse vraisemblable. Et je trouve ça hyper intéressant. Je pense que c'est vraiment la grosse partie sur laquelle les escapes vont travailler. C'est on a essayé de faire de l'extraordinaire et maintenant on va essayer de faire de l'extraordinaire qui paraît vraisemblable et pas studio de cinéma, quoi. Ok, bah écoute, on a hâte hein, forcément de tester. Hein. C'est vrai que par rapport à toutes les évolutions qu'il y a eu, enfin je l'ai dit au début, c'est vrai que chaque agence tente de développer dans son coin et je sais même pas s'il y a des enseignes qui vraiment tiennent compte de toutes ces évolutions dans leur salle. Généralement, elles vont piocher un petit peu partout pour faire leur sauce et c'est bien. Hein. Mais par contre, le côté d'oublier que c'est un jeu et de vraiment vivre, ça c'est un des trucs les plus importants. Donc si Bah c'est oui. présent dans ta salle, franchement, c'est super cool. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a chacun des envies et différentes. Et je pense que les envies, elles viennent de notre côté joueur aussi. Tu vois, je pense qu'avec Anna, on a essayé de faire la salle qu'on aurait rêvé jouer. Ah bah, bien Et sûr, ça, on a déjà parlé hein, dans les précédents voilà. épisodes, le cliché. Là. C'est le cliché. Mais du coup, comme on est tous des joueurs et joueuses différentes, et ben du coup, forcément, on a des envies différentes, on va chercher un ton différent. Et, euh, et c'est ça qui fait qu'on a une telle variété aujourd'hui d'escape en France. Et c'est trop cool. Et, moi, j'aime beaucoup quand tu viens dans une enseigne et que bah, l'enseigne, elle te donne le ton. Tu vois, tu vas à Escape Rush, bah, toutes les salles d'Escape Rush, elles ont des gros marqueurs. Tu vas, bah, je vais prendre, pas facile de prendre un nom au hasard là, mais je trouve qu'à chaque fois que tu vas dans une enseigne, les salles, elles sont marquées par est-ce que j'aime les énigmes, est-ce que j'aime pas les énigmes, est-ce que j'aime l'extraordinaire, est-ce que j'aime pas l'extraordinaire, est-ce que je veux, bah, mon budget aussi, pas forcément subi, hein, des fois c'est choisi, hein, le budget que tu mets dans une salle.
Et je trouve ça trop bien parce que c'est pas juste j'ai fait une salle de ce type-là, puis une autre de ce type-là, puis une autre de ce type-là. Souvent quand tu fais toutes les salles d'une même enseigne, tu comprends vachement bien leur créateur, quoi. Tu te dis ah oui, le créateur il est comme ça, il aime pas ça. Ouais, c'est vrai que c'est appréciable de voir des pattes comme ça de création, un peu comme les réalisateurs de films où tu rentres dans un univers, une façon de faire, c'est sympa. Mais carrément. Est-ce que pour ta salle, du coup, il y a des dates de sortie? Je sais plus, tu l'avais pas dit en début d'épisode au final, non? Et non, je l'ai pas dit. Ouais. On a gardé la hype jusqu'au bout. Et sache que l'heure est grave, puisque nos premiers bêta-testeurs, alpha-testeurs, je sais pas à quel niveau on en est, c'est pour demain. Ah, c'est chaud, hein. Ouais. La salle n'a encore été jouée par personne, donc actuellement elle est juste dans nos pensées, on essaye de se projeter, mais voilà, les premiers gens qui vont la tester c'est demain, pour donner un ordre de grandeur, et je pense qu'ils vont tester 85% de la salle. Donc voilà, le premier crash test. Donc d'habitude ça se passe pas très bien, mais on a quand même toujours, on commence toujours les bêta tests avec beaucoup d'espoir. Donc on sait pas, ça se trouve ça va peut-être très bien se passer. Et ouais, on est un bon mélange de stress et d'enthousiasme. Donc vivement demain pour qu'on ait un peu plus de concret dessus. D'accord. Donc là on est fin août, mais alors du coup les ouvertures des sessions c'est pour bientôt, hein? Bientôt, c'est un mot qui est très vague et qui me convient très bien. L'ouverture des sessions, c'est pour bientôt. Non, ce sur quoi je peux m'engager, c'est que, en gros, début, mi-septembre, on annoncera la date d'ouverture. Très bien. Voilà. Donc, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Ouais. Bientôt, c'est bientôt. Bon, on a fait le tour de pas mal de choses, hein, pas mal de sujets. Si les auditeurs, vous avez des idées, des choses à ajouter en complément, hein, si pour vous il y a aussi des évolutions d'Escape Game dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas. Hein, bien sûr, les petits commentaires sur Facebook ou Instagram pour lancer des débats. On va regarder ça avec attention. On arrive à la fin de l'épisode, mais avant de se quitter, bien sûr, il y a les énigmes de fin. Alors, l'énigme de la dernière fois, c'était l'énigme de Thomas. Peut-être que tu peux nous rappeler l'énigme. Oui. Alors, je sais que tu la trouves un peu facile, mais on va quand même la rappeler parce que tous les auditeurs n'ont pas ta perspicacité. Du coup, l'énigme de fin que j'ai proposée la dernière fois, je tiens à dire que c'était il y a trop longtemps et que j'ai pratiquement oublié mon énigme, donc il va falloir qu'on enregistre plus régulièrement. L'énigme était l'inverse de l'opposé de l'inverse de rouge et win. Oui. Comme gagner en anglais. Personnellement, je joue l'inverse de rouge et l'opposé de l'inverse de rouge. Alors, vous avez deviné comment je joue? Ça, c'était mon énigme. Et si vous l'entendez pour la première fois, elle est sûrement très indigeste. Et sachez que après l'avoir présentée à Johan, puisque c'était une énigme inédite que je n'avais pas encore testée devant quelqu'un, je me suis dit que c'était vraiment une mauvaise façon de présenter cette énigme. Attention, j'ai pas dit que c'était une mauvaise énigme, j'ai dit que la présentation était peut-être à revoir. En fait, j'arrive avec cette énigme et j'adore cette formulation, c'est pour ça que j'aime bien cette énigme, c'est l'inverse de l'opposé de l'inverse. Bon, ça me fait rire. Mais c'est pas pour ça que je suis obligé de commencer mon énigme là-dessus, j'aurais présenté dans l'autre sens. J'aurais dit, Johan, tu veux savoir quelque chose? J'ai envie de savoir. Ouais. Je vais te faire deviner comment je joue. Là, du coup, t'as déjà l'objectif en tête. C'est très cool qu'on commence par ça. Ensuite, j'aurais pu commencer par plus petit. Genre, comment je joue, je vais te le dire. Moi, je joue 1. L'inverse de rouge. Là, du coup, c'est plus digeste. Et 2. L'opposé de l'inverse de rouge. Donc, on a un apprentissage qui est progressif. Quoi, tu comprends pas? Allez, je te donne un petit indice. L'inverse de l'opposé de l'inverse de rouge et win. Win, comme gagner en anglais. Elle aurait été quand même vachement plus agréable à jouer, même si forcément j'aurais dû répéter plusieurs fois la dernière phrase quand même. Ok, ça marche. Bon, on peut quand même dire que, enfin moi je vais te dire quand même que moi je n'ai pas résolu l'énigme. J'ai beaucoup réfléchi.
J'ai pas réussi. Non, mais j'ai passé du temps à comprendre. Et en fait, ce que tu me dis sur la façon de reformuler, c'est vraiment ce que j'avais compris. Hein. Mais c'est vrai qu'à l'oral, je suis d'accord que ce genre d'objectif, d'y aller progressivement, il faut la reprendre dans l'autre sens. Ça, en fait, je l'avais aussi parce que j'ai bien compris qu'on cherche effectivement comment on joue. J'ai bien compris que c'est décomposé en deux parties, hein, parce que quand tu dis je joue l'inverse de rouge et l'opposé de l'inverse de rouge, on sent vraiment qu'il y a deux choses à combiner, il faut juste comprendre de quoi il s'agit, et c'est la première phrase qui normalement permet de comprendre. Hein, donc ça c'est ok. Après, c'est vrai qu'en termes de pistes, moi j'en ai pas beaucoup. J'ai quand même remarqué que à chaque fois, parce que tu l'as redit plusieurs fois, à chaque fois, t'insistes sur le fait que win c'est le mot gagné en anglais, et je pense que cette partie elle est importante, hein, elle fait vraiment partie de l'énigme. Pas forcément. Ah bon? Ah, j'ai vraiment cette impression parce que win, tu pourrais dire c'est bon, on sait ce que c'est quoi. Mais le fait que tu précises à chaque fois c'est gagné en anglais, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie du truc quoi. Ouais, je pense que c'est parce que je veux me dédouaner d'avoir pris un mot anglais pour le pour oui, le mot. ouais, parce que sinon Et c'est en bizarre plus, de mettre de l'anglais dans le français. bah ouais. Et puis en plus, l'inconscient, je te dis, gagner, vas-y gagne, tu vas y arriver. On a envie, c'est du positif. Ah oui, d'accord, t'aimes bien mettre le mot gagné dans l'énigme. Mais Ok, ouais, ça pas suffi. Hein. Mais bon. Non, mais du coup, j'ai tenté des trucs en disant, voilà, on tente de prendre l'inverse, tout ça, win, ça peut être lose, mais alors si c'est le mot gagné en anglais, l'inverse c'est perdre en français, parce que on fait l'inverse des deux, mais rien n'aboutit. Et là où j'étais assez déçu quand même sur cette énigme, c'est que apparemment il y a des gens qui ont réussi. oui, C'est ça? exactement. Je peux même dire qu'il y en a deux qui ont réussi sans aucun indice et qui m'ont juste envoyé la réponse en mode la réponse anonyme, c'est ça. Ok, ils sont trop forts. Ouais. Je me doutais que ça allait être quand même compliqué de trouver la réponse. Mais voilà, le but c'était que on l'ait pas instantanément. Pas forcément de vous faire perdre des heures de jeu non plus. Est-ce que tu veux un petit indice peut-être? Ouais, vas-y, hein, si tu veux. Alors, en effet, et tu as dit quelque chose qui m'a bien plu. Tu as parlé de prendre le sens opposé. D'accord? Mm-hmm. Ça, c'est bien. Mais je parle d'inverse, d'opposé, d'inverse. Donc, il y a un truc qui n'est pas un opposé sémantique. Et là, il va falloir encore revenir à la forme de l'énigme. La forme de l'énigme, elle est orale. Waouh. Attends, tu veux dire que c'est d'autres sens du mot, mais à l'oral? Et pas forcément le fait que cette énigme soit faite pour jouer à l'oral est importante. C'est-à-dire qu'à l'écrit, elle aurait été encore plus difficile. D'accord. Ouais, non, je sais pas si ça m'aide beaucoup. Hein. C'est vrai que moi, en tout cas, avec inverse et opposé, par rapport à des mots, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Mais peut-être que non, en fait. Donc l'opposé, c'est bien l'opposé. Mais Ouais. l'inverse, c'était une autre astuce à trouver. C'est une autre astuce que l'opposé. Oui. L'inverse, parce que c'est l'inverse, ça peut être on lit dans l'autre sens les lettres. Oui, c'est pas mal, ça me plaît. D'accord. Parce que, enfin, moi j'ai essayé des trucs, genre c'est win, on lit à l'envers, on a niw, mais qui, enfin, donne pas grand chose, non? Oui, sauf que cette énigme, elle est faite pour être dit à l'oral, pas pour être écrite. Donc on va pas chercher à voir comment le mot est écrit. Ok. Donc, prenons plutôt le point de départ qui était rouge. Quel pourrait être l'inverse de rouge? Rouge, jour. Ah, jour. Ah, ça fait un mot, là. Ça va. Et donc, qu'est-ce que pourrait être l'opposé de jour. l'inverse Oh là rouge, là, de c'est pas mal, rouge? là. Oh là là, on commence sur des trucs, là. Du coup, c'est la nuit. Et l'inverse de nuit, on lit à l'envers de nuit. N-U-I, I-U-N. I-une. Ouais, win? Non. Win. Ah, c'est Win. win, c'est l'inverse de Oui, nuit? win. Tu dis oui, tu dis nuit, donc tu fais oui, ne. Voilà, donc l'inverse, c'est prendre les demi-syllabes. Oui, c'est bizarre ton truc, oui, à c'est l'envers. vrai. Tu découpes là où ça t'arrange, hein, parce que nuit, il y a N, En nu fait, et I.
rouge, tu fais la consonne R, après tu fais les Ah oui, mais ouais, les ça, voyelles, c'est ou pas après lisible, tu fais c'est ça, mais... encore une consonne J. Donc tu fais l'inverse, c'est jour. L'opposé, c'est nuit. Et après tu refais pareil, tu fais d'abord les voyelles, oui. Et après tu fais la consonne N. Donc c'est win. Ouais, ah ouais. Donc l'inverse, c'est vraiment prendre le son que t'entends dans l'autre Mais sens, ouais, d'accord, c'est un inverse à l'oral. à Waouh, l'oral. ok, pas mal. Bon, bah du coup, je crois que je peux trouver facilement l'inverse, parce que d'ailleurs, j'avais remarqué que c'était des étapes intermédiaires au final de ce qu'on avait. L'inverse de rouge, du coup, c'est le jour, et Yes. l'opposé de l'inverse de rouge, donc qu'on a le jour, c'est l'opposé de jour, donc c'est la nuit. Donc je joue jour et nuit. Exactement, je joue jour et nuit. Ah, parce que tu joues beaucoup là. Exactement. Ok, putain, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Ah, c'est dur, hein. C'est vrai que ouais, ce coup d'inverse là de rouge là, moi ça m'a tué, hein. À aucun moment je me suis dit vas-y. Mais pourquoi? Parce que en fait, je pense que j'ai écrit l'énigme et donc j'étais basé sur ce que je voyais seulement, donc j'étais sur la Exactement. difficulté dont tu parlais. Mais ouais, non, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud, hein, parce que même ouais, non, mais en fait quand tu comprends rouge jour, t'es parti et je pense que tu peux aller sur win, hein. Même si je trouvais difficile de nuit win l'inverser. Mais ouais, non, ce qui est dur, c'est de comprendre que rouge, ça se transforme en jour, hein. Hmm. Mais là, c'est aussi intéressant de voir que l'énigme s'adapte au médium. C'est-à-dire que c'est une énigme que je vais dire à l'oral, donc forcément, l'astuce, elle n'est pas sur les lettres, sinon c'est désagréable. Mais on voit aussi que avec mon Mmh. arrivée, mon approche très bourrine, je t'ai dit, hey, salut Johan, tu savais que l'inverse de l'opposé de l'inverse de rouge, c'est win? Bah forcément, t'es obligé de l'écrire. Parce qu'en fait, cette phrase, elle est indigeste. Donc si j'avais réussi à faire que mon énigme soit plus lente en progressivité, peut-être tu n'auras pas eu besoin de l'écrire. Et Mmh. d'ailleurs, l'énigme du Red Union, toute la blague, en fait, c'est vraiment un sentiment qui commence par C et qui finit par T, et qui veut dire calme, zen. Et en fait, ça aussi, on voit que l'astuce, c'est du son. C'était de rechercher Oui, je me souviens. de jouer sur les sonorités. Parce que c'était une énigme qui était faite pour être jouée à l'oral, puisque c'était des sons enregistrés. Donc c'est ça que c'est intéressant aussi, c'est de bien prendre la bonne énigme aux bonnes personnes, quoi. Quand tu sais que tu vas avoir que des personnes qui vont pouvoir t'écouter, on va forcément faire des jeux de sons. Ça va être quand même plus simple de pouvoir les jouer, de les trouver. Et c'est un peu briser la règle quand tu l'as écrit et que tu réfléchis écrit, et on a cassé un peu le truc, quoi. Mais je pense encore que c'est de ma Mmh. faute d'avoir fait ça. Ok. Bah écoute, c'est noté. C'est vrai que pour le coup, les énigmes de fin qu'on va faire, je pense que ça sera pas forcément toujours des choses qui marchent bien à l'oral. Des fois, bon, c'est juste aussi on est sur un podcast audio, donc forcément on a cette contrainte. Bah Mais oui. on peut aussi faire des trucs qui marchent à l'écrit. Je pense que y a pas de problème. Donc Bah, c'est pas forcément un indice pour ce qui suit, hein. non, on va se permettre tout, c'est vrai. Mais je pense qu'il y aura quand même plus de sons que d'écrit. Ok. Après, les gens, c'est vrai que c'est une de fin, donc après ils vont partir avec, ils vont se le noter dans un coin. Ouais, pourquoi pas. Mais je Hmm. vais pas trouver, je pense, si tu me fais une énigme avec des lettres à l'oral. Ok. Bon, c'était une énigme qui était quand même pas évidente, hein, je pense. Ouais. On va voir les auditeurs. Hein, dites-nous, hein, bien sûr, si vous avez trouvé ça dur ou pas. Et je pense que ça peut être bien d'enchaîner avec quelque chose de plus simple, quand même, pour Ah, un c'est peu pas se mal. détendre. Parce que bon, j'ai plusieurs énigmes en réserve, dont des difficiles, mais je me suis dit là, on va peut-être quand même proposer quelque chose de plus cool. Donc j'ai réfléchi à une énigme qui est une création originale, enfin je crois, hein, parce que bon, ça se trouve ça existe quand même, mais je pense pas. Je l'ai fait tester à Delphine, qui n'a pas trouvé immédiatement, et donc du coup je me dis peut-être que ça a un intérêt. Donc on va voir, mais il y a des chances que tu Allez. trouves immédiatement quand même. Si je trouvais immédiatement, je laisse le suspense Oui, pour tout le voilà, c'est monde. ça, exactement, comme on avait dit. Donc mon énigme, qu'est-ce que c'est? Ça présente déjà les chiffres 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ce sont 4 chiffres différents. Comment écrire 1, 2, 3, 4 avec seulement 2 chiffres différents? Hmm. Je réfléchis. Euh,
En tout cas, elle me plaît. J'aime bien quand c'est court comme ça. Ah là, c'est très court. Hein. Ouais, En fait, j'avais une version plus longue qui embrouillait un peu plus. Et en fait, avec Delphine, on a vu que c'était pas évident non plus en simplifiant. Donc, c'est mal, vas-y. Trop cool. On simplifie. Et ben là, je pense que la réponse est évidente. Je vais quand même laisser les joueurs chercher. Ah, attends, tu fais genre... tu fais là, mais... Franchement, tu pourrais m'avoir là-dessus parce que pour moi, c'est évident et j'avais peur que ça le soit, en fait. Donc, du coup, tant mieux, hein, si ça l'est pas. Hein. Me fais pas genre. Non. Mais, je veux bien que tu me la répètes une fois, toi. Allez, je te répète. Donc, 1, 2, 3, 4, ce sont 4 chiffres différents. Comment écrire 1, 2, 3, 4 avec seulement 2 chiffres différents? Ok. J'ai des idées, mais je suis sûr que c'est pas ça la bonne réponse. Ok. Donc, je vais continuer de réfléchir. Très bien. Bah écoute, bravo de cette décision. Nous, on arrive du coup à la fin de l'épisode. Voilà, bon, bah, merci de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a testé un format différent de d'habitude avec moins d'énigmes, hein, puisqu'on a plus débattu sur l'escape game. On est intéressé de savoir si ça vous plaît quand même, hein, donc dites-le nous en commentaire. Et si vous aimez le podcast et que vous souhaitez que ça continue, vous pouvez nous encourager. L'argent. Non, on n'a pas besoin d'argent. C'est gentil, mais non, mais nous encourager en mettant une super note sur Apple Podcast, hein, ou Podcast Addict. Ça, effectivement, ça peut nous aider à ce que le podcast soit plus connu, et plus le podcast est connu, plus ça va nous inciter à continuer à faire des projets intéressants. Donc, on compte sur vous. Voilà. Allez, bah écoutez, on vous dit à bientôt, hein, pour le prochain épisode. Bye bye. Ciao.